Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire La santé mentale des femmes, défis solutions, qui vous est proposé par le service prévention d'Aesio Mutuelle et qui sera animé aujourd'hui par Isabelle Devesa. Donc ce webinaire est proposé dans le cadre de la programmation Prévaesio, le service de prévention d'Aesio Mutuelle, et vous pouvez retrouver cette programmation sur votre espace adhérent dans la rubrique Mes services, page Prévaesio. Voilà, on est ensemble pour 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, et on fera des pauses, au cours de la séance, pour que Isabelle puisse répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et on se retrouve en fin de séance. Je vous laisse la parole, Isabelle. Merci beaucoup Sandrine, bienvenue à tous et à toutes. Donc comme vous l'a dit Sandrine, donc aujourd'hui ce webinaire est porté sur la santé féminine et plutôt la santé mentale des femmes avec leurs défis et aussi des solutions en deuxième partie. Donc je remercie bien sûr Aesio de me faire intervenir pour vous aujourd'hui. Donc moi je suis Isabelle Devesa, je fais partie des entreprises centres de gestion du stress qui sont un peu dans toute la France et moi je suis basée à Aix-en-Provence avec une expertise en prévention et santé et en régulation du stress avec une prédilection pour la santé féminine. Donc les CGS en quelques mots rapidement, on est plus de 20 centres en France depuis 2007 et composé d'une équipe pluridisciplinaire avec des psys, des médecins, des préventeurs, des sophrologues, etc. et un comité scientifique qui valide bien sûr tous nos propos, toutes nos interventions auprès de vous, auprès du grand public. Donc, pour aujourd'hui, notre objectif donc de ce webinaire, c'est vraiment vous aider à comprendre les spécificités de la santé mentale des femmes, identifier les principaux défis rencontrés par les femmes, et puis je vous donnerai aussi des outils pratiques, des techniques d'accompagnement qui aident à mieux réguler les émotions et apaiser le mental. Donc, voilà pour l'objectif. Nous allons voir le programme. Donc, le programme fait une petite introduction à la santé mentale. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà. On va regarder aussi les différences de genre en santé mentale, puis tous les principaux défis que nous rencontrons, nous les femmes, durant toute notre vie. Et bien sûr, comme je vous le disais, des outils pratiques pour améliorer la santé mentale. Voilà. Alors Isabelle, Donc, je me oui, permets pardon, de vous bien sûr. interrompre puisqu'on a on a des petits crépitements dans le son. Peut-être que c'est votre Ah mince. micro, je ne sais pas. Ah mince, moi alors vas-y, allez-y, parlez parce que moi Alors ça vient de chez je vous, sais je pas. pense, je pense D'accord, que c'est d'accord. chez vous. Est-ce que vous êtes avec un micro ou vous êtes Non, c'est le micro, alors on vous entend je plus? rallume. Là, je rallume. Comment c'est maintenant? Allez-y, parlez un Est-ce que petit c'est peu. mieux? Non, il y a des petits Est-ce que crépitements. c'est Bon, on vous des comprend, petits mais c'est vrai que c'est crépitements? pas très agréable. Alors, ça va mieux. Est-ce que c'est un peu mieux maintenant? On vous entend pas trop là. Alors, et là, est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Écoutez, on va voir. Vous Je m'entendez? pense que ouais, il y a des petits ça craquelle un peu. Je suis Mais bon. désolée, là, j'ai fait tout ce que je pouvais sur le micro. Bon, Vous m'entendez? Est-ce que écoutez, je continue? là, c'est entrecoupé, on vous entend plus très bien. Alors, reste-t-il? J'ai arrangé. Voilà. Là, est-ce que ça va mieux? Écoutez, on va là, non, il y a des mots qu'on n'entend pas, mais Ah mince, tout à l'heure, ça allait bien quand on oui. était avant la Voilà, ça y est, je conférence. vous entends. Allez-y, Ah, continuez, on va tant pis. bon, allez, continuez, on va voir comment ça se passe. N'hésitez pas. C'est vrai que vous me dites, je vais essayer d'articuler. Oui, Euh, vous n'avez pas de micro avec un casque? non, justement, j'ai Bon, pas. bon, écoutez, allez-y, continuez. Excusez-nous, messieurs, dames, pour cette interruption. Décidément,
beaucoup de chance avec. Alors, est-ce que ça va là, au niveau du micro? C'est bon? Je continue? Allez. Ok, donc nous allons introduire un petit peu, voir ce que c'est la santé mentale aujourd'hui. On la définit. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit comme de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas sur l'absence d'infirmité ou de maladie. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade ou infirme ou porteur d'un handicap qu'on est forcément en bonne santé. Donc, vous voyez, le mental fait partie intégrante de la santé. L'OMS, comme je vous l'ai inscrit sur la slide, indique que la santé mentale, c'est vraiment un état de bien-être, de réaliser son potentiel, d'autre part de faire face aux difficultés normales de la vie et aussi travailler avec succès et en plus d'apporter une contribution à la communauté. Donc, après l'activité physique et sportive qu'on a eue en 2024, la santé mentale aujourd'hui est la grande cause nationale pour l'année 5. Donc, ça prouve que c'est vraiment important. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, maintenant, ça peut être un petit schéma pour voir un peu en quelques chiffres en France. Ce qu'on va On a toujours des micros qu'en coupés, 2000, Isabelle, excusez-moi. mince. Je sais pas Donc là, quoi oui. je reprends encore mon micro. Vous n'avez pas de... Vous savez, comme pour un téléphone, Alors, attendez, vous savez, si je débranche carrément, je vais prendre une autre source. On va voir ce que ça donne. Vous me dites. Excusez-nous, messieurs, dames. Vous m'entendez? Alors là, je vous entends. Alors, attendez. Tchuc. Alors, est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Vous m'entendez un peu mieux? Oui. Est-ce qu'il y a des craquements? Un peu moins, on dirait. On va voir Un si peu. ça continue. Bon, alors attendez, pour le coup, moi j'ai perdu juste parce que j'ai fait autrement. Voilà, donc il faut que je retrouve la slide pour les flèches, pour le coup. Voilà, super. Est-ce qu'on est bon là? Je peux continuer? Oui, par contre, je ne vous vois plus. Alors, maintenant, c'est la caméra, forcément. Mais attendez. Décidément. Isabelle, est-ce que là, on vous voit? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Allez-y, parlez. Je vous entends. Tout va bien pour moi. Est-ce que vous Allez-y. m'entendez? Oui, C'est allez-y. parfait? Allez-y. Allez, super. On y va. Alors, on continue. Donc, sur ces schémas, comme je vous disais sur ce petit schéma, on constate qu'en 2021, si on fait la moyenne sur toute l'année, plus de 12% des personnes âgées de 18 à 85 ans ont vécu une période dépressive, un épisode dépressif caractérisé. Donc, ce chiffre est en hausse d'environ 3,5 points de pourcentage par rapport à 2017. Et on peut constater que les jeunes adultes sont de loin les plus touchés, autour d'1 sur 5 a été concerné en 2021, soit presque 2 fois plus qu'en 2017. Donc, comme vous le voyez dans le détail, même si la prévalence de la dépression semble diminuer avec l'âge, on le voit dans les dernières colonnes, toutes les tranches d'âge ont connu une hausse des cas dépressifs. Donc, l'Organisation de santé publique de France nous dit que le stress lié au Covid en 2020 provoqué par toutes les restrictions imposées est vraiment l'une des principales hypothèses explicatives de cette hausse. Alors, comment se caractérise la mauvaise santé mentale? Donc, par différents troubles. Donc, on peut retenir 3 groupes. Le premier groupe sont des fluctuations normales de l'humeur.
Donc là, nous sommes quasiment tous concernés. Donc ce sont généralement des moments passagers de stress, tristesse ou découragement. Ces fluctuations sont normales et elles disparaissent, généralement. Le deuxième groupe, donc qui est la détresse psychologique réactionnelle, donc elle peut survenir cette détresse, suite à des événements difficiles, deuil, rupture, échec. Les symptômes sont souvent de la grande anxiété ou de la dépression un peu transitoire. Donc c'est soit temporaire, donc là c'est une réaction normale et adaptative, c'est-à-dire que le corps qui a des ressources va vraiment s'adapter. Soit cela dure et ça s'installe, donc là, c'est un peu, un danger, hein, donc faire attention. On peut parler à ce moment-là de troubles psychiques qui vont nécessiter, un accompagnement médical et psychologique. Sinon, cela, ben, peut mener, vous imaginez, à des comportements, auto-agressifs ou à des difficultés sociales. Et enfin, le troisième groupe, c'est les troubles psychiatriques, pardon, sévères, comme les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété généralisée, la bipolarité, schizophrénie, et cetera. Et là, vraiment, il y a des conséquences graves, bien évidemment, qui peuvent créer, des handicaps, dans la vie quotidienne, la discrimination, voire de l'exclusion sociale. Donc là, c'est vraiment un traitement adapté, une prise en charge médicale très spécialisée. Ensuite, vous avez bien sûr tous les sous-troubles, hein, de ce que je viens de vous dire, qui sont donc l'anxiété généralisée, les phobies spécifiques, l'anxiété sociale. Donc dans les phobies, on a l'agoraphobie et dans l'anxiété, les troubles paniques. On y reviendra, juste après. Donc justement, dans ces troubles-là, il y a, vraiment des différences à faire pour comprendre. C'est vraiment important de faire les différences pour savoir où on est et comment, quand aller consulter et surtout qui aller consulter. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas traiter tout ça, bien sûr, de la même façon. Soit on a besoin de soins médicaux, comme je vous disais, avec des soins médicamenteux, soit simplement d'un accompagnement thérapeutique. Et des fois, les 2, parfois, peuvent être efficaces, le fait d'avoir, ces 2 différents accompagnements. Donc il y a des différences, comme vous le voyez, entre l'anxiété et la dépression. Contrairement au stress, l'anxiété, c'est avant tout un sentiment et non une réaction de l'organisme, comme le stress. Même si, elle peut générer des réactions et des symptômes chez l'individu, proches du stress comme, les maux de ventre, les maux de tête, l'état de tension permanente, tout ça, il y a quand même une différence, notamment donc entre l'angoisse et le stress. Alors l'angoisse, c'est une forme plus prononcée de l'anxiété et souvent ça génère, ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Donc les symptômes physiques, psychologiques de l'angoisse sont bien plus temporaires, mais beaucoup plus intenses que ceux dits d'un pic de stress, par exemple. Donc avec des sensations, comme je l'ai noté, de tachycardie, d'oppression, peut-être des douleurs au niveau de la poitrine, des vertiges, de la peur, impression de perdre le contrôle. Donc toutes ces crises, ne durent pas, hein, généralement. Elles durent quelques minutes, mais elles peuvent être très, très impressionnantes. D'accord? Donc en fait, ce que je vous propose de retenir, c'est que la dépression, c'est vraiment une maladie. Ça se traite, avec un médecin. Les symptômes sont plus intenses et se manifestent toute la journée, tous les jours ou presque, au moins depuis, 2 semaines et jusqu'à plusieurs mois, et ils ne dépendent vraiment pas de circonstances, malheureusement, c'est installé. L'anxiété, elle, c'est vraiment le fruit souvent de pensées anxieuses, hein, générées par la peur, du futur surtout, concernant un événement des fois ou une situation à venir. Donc et le stress, c'est quelque chose vraiment de naturel, hein, c'est quelque chose de vécu sur l'instant. C'est vraiment une adaptation biologique, une réaction de l'organisme. Donc tout cela se passe souvent différemment, si on est une femme, ou un homme. Donc c'est pour ça que maintenant nous allons voir les différences de genre, en santé mentale. Donc, pour mieux comprendre, on va quand même rappeler ici quelle est la place, de la femme
dans la société aujourd'hui et dans le monde, car cela impacte forcément sa santé, hein. Donc, elle a un triple rôle, comme je vous ai noté ici, un rôle productif, reproductif et communautaire. Donc, le premier rôle fondamental de la femme, c'est son impact sur la famille et la communauté. Les femmes jouent vraiment un rôle essentiel, notamment en France et dans certaines parties du monde, dans des grands sujets comme la santé, l'économie, la politique. Et les femmes jouent souvent un rôle central dans leur vie de famille et leur santé a un impact direct forcément sur la santé et le bien-être des autres, notamment les enfants, mais aussi leur communauté proche. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes sont généralement les principales dispensatrices de soins dans les familles. Le deuxième rôle donc, concerne la productivité économique, donc au travail. La santé des femmes, elle a un impact direct sur la productivité économique d'une société. Donc les femmes en bonne santé sont plus susceptibles de participer activement à la vie professionnelle. À savoir qu'en France, l'INSEE en 2020 disait que sur tous les salariés, et plus d'une personne sur deux est une femme. Donc ça a beaucoup augmenté depuis les années 80. Donc en fait, selon les données de la Banque mondiale, on nous dit que vraiment que l'amélioration de la santé de la femme a des retombées tout de suite économiques et positives qui contribuent donc à la croissance économique d'un pays. Et enfin, le dernier rôle, qui n'est bien évidemment qui est important, alors qui concerne beaucoup de femmes, c'est celui de la reproduction et de la santé maternelle. Donc la santé des femmes est essentielle pour cette santé maternelle et donc la survie des nouveau-nés. Et des soins adéquats de santé pendant la grossesse et l'accouchement sont vraiment fondamentaux. Selon l'OMS, toujours, donc environ malheureusement, 830 femmes dans le monde meurent chaque jour suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Donc avec comme principale cause le manque de soins de santé appropriés. Donc ces aspects-là montrent que tous ces rôles de la femme montrent que vraiment la santé de la femme est fondamentale et je pourrais même dire que c'est pour moi un investissement essentiel pour le bien-être global de la société, tant sur le plan social qu'économique. Alors, l'espérance de vie de la femme. Donc, ce qu'on va voir par rapport aux hommes en France, là, pour le coup, on revient vraiment sur statistiques françaises. Ce qu'on peut voir, c'est que les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, mais, parce qu'elles sont les chiffres, c'est à peu près 85 ans pour une femme versus 79 pour un homme. Donc, elles vivent plus longtemps, mais sont malheureusement en moins bonne santé à cause des maladies. Il y a un peu plus de maladies, le tabagisme qui a augmenté, la consommation d'alcool, une alimentation déséquilibrée, une participation insuffisante encore au dépistage du cancer, par exemple. À savoir, juste pour noter que ce n'est pas le cancer, hein, la première cause de mortalité en France pour les femmes, c'est vraiment les maladies cardiovasculaires. Et puis donc, bien sûr, les inégalités sociales encore, avec certaines fois des accès aux soins compliqués. Donc, il y a des modifications vraiment à faire dans notre système de santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, eh bien, le corps masculin est considéré comme la norme. Seulement 4% des dépenses R&D sont réservées aux pathologies typiquement féminines. Donc forcément, les symptômes féminins peuvent être minimisés, ce qui va entraîner des retards hein, dans les diagnostics ou carrément des diagnostics erronés. Je vais prendre l'exemple, parce que ça on en parle de plus en plus maintenant, c'est le cas de l'endométriose, qui aujourd'hui est reconnue comme une maladie, mais ça a mis des décennies hein, avant de l'être. Et il y a un fonds de 30 millions qui a été débloqué en 2022. Enfin, c'était une proposition de 30 millions qui a été validée, acceptée, mais sauf qu'en 2022, ça a été accepté. Aujourd'hui, en 2025, ce n'est toujours pas débloqué. Donc voilà, là, il y a des petits progrès à faire. Alors bien sûr, il y a encore des traitements médicaux chimiques qui ne sont pas adaptés
puisque au corps féminin, puisque les connaissances sur le corps féminin les connaissances sont encore moindres. Donc heureusement quand même qu'il y a l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche, hein, qui vraiment va mettre un point important à intégrer le genre dans la médecine et la recherche, car ça répond vraiment à un questionnement scientifique et éthique. Il faut savoir que la réalisation des essais cliniques sur les 2 sexes n'est obligatoire que depuis 15 ans alors en Europe. Donc, alors qu'aux États-Unis, ça fait quand même des décennies que c'est encouragé. Voilà ce que je pouvais dire donc sur la différence de genre. Alors, on va continuer donc avec cette slide sur le nombre de cas des troubles mentaux chez la femme en France. Ce qu'on peut voir, c'est que les troubles anxieux concernent en majorité les femmes, puisqu'elles sont 2 fois plus affectées. On compte environ 1,5 à 2 femmes atteintes pour un homme. Ces troubles concernent surtout les adultes jeunes, puisque la tranche d'âge de 25 à 44 ans est la plus concernée. Cela dit, on peut retrouver aussi des troubles anxieux à tous les âges, hein, même chez le jeune enfant. Ensuite, d'autres petits chiffres, hein. Donc ce qu'on voit ici, c'est que 18 % des femmes font état de détresse psychologique, moyenne ou élevée, contre 12 % chez les hommes. Et 10 % des femmes souffrent de dépression modérée à grave, contre 8 % des hommes. Donc ces chiffres sont frappants parce qu'ils révèlent vraiment l'inégalité, de fait, hein, entre hommes et femmes face à la souffrance psychique. Alors expliquer ces différences, ça reste encore complexe, mais parce qu'il faudrait mettre en interaction le genre avec d'autres facteurs sociaux et des facteurs de risque spécifiques pour comprendre, hein, comment ces inégalités entre les 2 sexes affectent la santé. Donc c'est en train de se faire, mais ça reste encore un peu compliqué à comprendre. Donc là, le nombre de cas de troubles mentaux chez la femme, donc au niveau des sentiments de solitude, on voit que 42 % des femmes déclarent se sentir seules, contre 32 % des hommes. Et 40 % des femmes déclarent souffrir de difficultés à s'endormir, d'insomnie, contre 28 % des femmes. Donc cela dit, voyons ce que les femmes, ce qui pourrait un peu aussi expliquer ces chiffres, ce à quoi les femmes doivent faire face tout au long de leur vie. Donc les principaux défis. Donc d'abord, le premier défi qui n'est pas le moindre, car il a un impact global et il commence très jeune et il finit très tard, toute une vie, ce sont les fluctuations hormonales. Avec bien évidemment 3 grandes périodes critiques, la puberté, les grossesses, là où les grossesses pour beaucoup, et pour toutes, la ménopause. Donc avec des effets invisibles pardon, mais profonds, les bouleversements émotionnels, physiques et souvent malheureusement incompris par l'entourage, avec des impacts comme si on prend la première période, comme les règles. Avant les règles, donc tout ce qui est troubles dysphoriques prémenstruels, les symptômes d'anxiété, d'irritabilité, de fatigue et tout ça, ça touche à peu près entre 3 et 8 % des femmes en âge, de procréer. Pour la grossesse ou les grossesses, on parlera sur les prochaines slides des suites, hein, des grossesses, car pendant les 9 mois, il y a beaucoup d'étapes différentes et on n'a pas le temps aujourd'hui de focaliser dessus. Et puis chaque femme est différente et vit son accouchement, ses grossesses complètement différemment. Mais ce sont quand même 9 mois décuplés, hein, selon les personnes, qui laissent de toute façon des traces physiques et mentale. Et pour la ménopause, 40 % des femmes ont des troubles de l'humeur avec ce temps de périménopause, de préménopause, qui est une phase de transition et qui peut se caractériser vraiment par des fluctuations hormonales très irrégulières. Donc sur le schéma, ce que l'on peut voir, c'est que vraiment toutes les conséquences, hein, d'un déséquilibre hormonal avec des symptômes physiques, hein,
des symptômes, des impacts sur l'émotionnel, saute d'humeur, stress, dépression, et les impacts aussi sur la santé sexuelle et reproductive, donc avec cette baisse de libido qui peut arriver, un risque de maladie chronique, d'ostéoporose. Alors ensuite, voyons ensemble maintenant les suites des grossesses, juste pour faire, je vous ai mis juste un petit schéma, parce que ça, c'est vraiment un autre défi et c'est une réalité souvent qui est minimisée. Et la fréquence, on peut le voir, c'est que ça touche quand même une femme sur 10 après l'accouchement. Et il y a une grande différence à faire entre le baby blues et la dépression postpartum. Donc le baby blues, c'est vraiment 80% des nouvelles mamans, que ça va durer à peu près 2 semaines, saute d'humeur, fatigue, irritabilité. Tout ça parce qu'il y a une chute hormonale hein, après l'accouchement, donc c'est biologique. Hein. En revanche, la dépression postpartum, c'est 10 à 15% des nouvelles mamans, donc c'est moins, mais c'est plus grave parce que ça persiste s'il n'y a pas de prise en charge. Beaucoup de symptômes d'isolement, d'épuisement, de troubles de sommeil, voire de l'appétit. De nouveau à cause des déséquilibres hormonaux et parfois aggravés donc par manque de soutien familial ou social. Donc la dépression postpartum est une maladie sérieuse qui nécessite un accompagnement psychologique. Alors, j'aimerais juste parler rapidement du burn-out maternel parce qu'aujourd'hui, dans le domaine professionnel, normalement, on parle beaucoup maintenant de burn-out, hein, donc d'épuisement. Mais le burn-out maternel existe, c'est vraiment une surcharge insidieuse qui survient que lorsque les exigences parentales dépassent les ressources personnelles. Donc, il y a 3 phases, hein, il faut vraiment détecter, faire attention. Ça commence par l'épuisement émotionnel, hein, avec cette perte d'énergie physique, mentale, une sensation de surcharge dès le réveil. Ensuite, la deuxième étape, c'est le détachement émotionnel, donc des engagements affectifs envers les enfants, l'entourage, avec des actions que l'on réalise quotidiennement, tel un robot par habitude. Et la dernière étape, c'est vraiment un sentiment d'échec où va se creuser un fossé entre les attentes liées à la maternité et la réalité, avec donc souvent un repli sur soi, une perte de plaisir et de confiance. Donc, sortir du burn-out, c'est important, mais d'abord, il y a des signes à détecter hein, pour en sortir et après peut-être se faire accompagner, c'est prendre conscience de cette situation critique. Donc, il y a des premières solutions. Isabelle, excusez-moi. Oui, On a, une, oui. on a une question de Béatrice qui nous demande Oui, la alors c'est bien dépression. de me le dire parce que moi, pour le coup, j'ai plus d'espace Voilà, pour voir le chat. voilà, quand vous me voyez réapparaître, c'est que généralement il y a une question. Alors, Parfait. la dépression postpartum peut-elle mener au suicide plusieurs mois après la naissance du bébé? Est-ce que vous avez cette connaissance-là? Alors, j'ai pas du tout cette statistique. C'est une question grave et importante. Et j'ai pas du tout, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas répondre. Je n'ai pas cette statistique. C'est sûr que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une dépression, quelle qu'elle soit, hein, mais la dépression, comme je le disais en amont, c'est une vraie pathologie, une vraie maladie. Il faut vraiment le reconnaître et aller voir un médecin. C'est vraiment le médical qui va pouvoir diagnostiquer. C'est important de poser un diagnostic et de se faire accompagner. Peut-être déjà en parler à son médecin traitant et qui orientera vers un médecin psychiatre Exactement. dans un second Exactement. temps. Hein, parce que les Là, psychiatres sont durs à toucher aussi, donc le médecin oui, traitant reste quand même la porte d'entrée pour… exactement. De toute façon, pour aller voir après un psychiatre, donc il y a un médecin aussi, et pas un psychologue, un médecin psychiatre, il faudra une ordonnance et une recommandation du médecin traitant. Voilà. Voilà, ça c'est important vraiment à faire la différence. C'est bon pour la question? Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. D'accord. Béatrice vous remercie. Merci Béatrice. Donc, reconnaître l'épuisement maternel, c'est essentiel pour agir. Le dialogue, le soutien peuvent être
vont permettre de rompre l'isolement et d'aider à reconstruire une vie plus équilibrée. Alors, un autre défi, bien évidemment, et celui-là, il est de taille, hein, qui est récurrent, c'est la charge mentale et les attentes sociales qui vont avec. Donc, la charge mentale, les attentes sociales affectent la santé, hein, on le sait, même si encore il y a des stéréotypes persistants qui renforcent les pressions externes, comme une femme active qui prend en charge à la fois les enfants, les tâches domestiques. Ben, tout ça, ça peut vraiment installer à force un stress chronique. Donc, on va faire un focus juste après sur la charge mentale. Voyons voir au niveau des attentes sociales. Concernant la famille, effectivement, il y a une surcharge souvent familiale et domestique. Et on sait que plus de 70% des femmes gèrent la majorité des tâches domestiques. 50% des proches aidants sont des femmes, souvent au détriment de leur bien-être, de leur propre santé donc. Donc tout ça, c'est des répercussions financières, hein, souvent, parce que ce sont des femmes souvent qui ont des emplois précaires, qui travaillent à temps partiel parce elles doivent s'occuper d'autres personnes, ou qui ont des retraites réduites, hein, enfin qui vont avoir des retraites réduites suite à cette vie de précarité au niveau de l'emploi. Donc cela entraîne des risques accrus de troubles anxieux, dépressifs et d'épuisement. Concernant le travail, il peut être bien évidemment une source de souffrance psychique, donc avec des discriminations, du harcèlement, et parfois avec les discriminations liées à la maternité. Environ 40% des mères en sont affectées après le retour de grossesse. Bien évidemment, les violences, hein, diverses subies par les femmes. Donc ça, c'est des statistiques alarmantes puisqu'on sait que plus de 70% des victimes d'infractions en tout genre sont des femmes et 80% malheureusement des auteurs sont des hommes, qui entraînent donc tout ça, ces violences, des traumatismes psychiques, des états de stress post-traumatique qui vont demander là aussi là, un accompagnement vraiment médical. Donc vraiment, toutes ces pressions sociales, professionnelles, toutes ces violences vraiment affectent la santé mentale des femmes. Donc, pardon. Revenons maintenant sur le sujet récurrent qui est la charge mentale, dont on entend beaucoup parler. Donc, la charge mentale, c'est la charge cognitive plus la charge émotionnelle. C'est vraiment tout ce fardeau psychologique lié à la gestion simultanée des responsabilités professionnelles d'un côté et familiales de l'autre. Donc, la charge mentale, elle est cumulative, ça envahit les pensées et donc provoque des tensions. C'est aussi tout le travail invisible, hein, tout ce qu'on ne voit pas, et toute la difficulté à trouver l'harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est le petit schéma ici en dessous que je vous ai mis. Donc, la surcharge de cette charge mentale, tant qu'on a de la charge mentale, ça concerne un peu tout le monde, hein, mais c'est dangereux quand bien il y a surcharge. Donc, c'est qu'il y a une saturation cognitive et émotionnelle qui va, donc, à cause du cumul de ces responsabilités, des ressources internes contraintes ou limitées, vont entraîner beaucoup de stress, donc un manque d'adaptation face à l'adversité. Et ça va affecter ainsi la mémoire, la concentration, donc notre santé mentale. Alors, des petits chiffres hein, rapidement pour vous dire que donc sur les 19% des Français qui estiment souffrir d'un excès de charge mentale, bien, il y a 23% de femmes contre 14% d'hommes. Et pour le degré de charge mentale ressenti, ben, les femmes l'estiment à 7,6 points contre 6,9 pour les hommes. Alors pourquoi cette prévalence différente entre les femmes et les hommes? Donc c'est un vaste sujet, hein, bien évidemment, on en a parlé au début hein, de la présentation. Il faudrait peut-être juste retenir quelques éléments, ce que je vous ai mis ici, c'est que tout cela vient des origines sociales, historiques, avec une éducation genrée hein, dès l'enfance. Parfois, les filles sont conditionnées très jeunes à prendre soin et aux garçons plutôt à fournir des efforts notamment.
Et au niveau historique, on peut dire que l'industrialisation a vraiment renforcé au départ la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes. Mais bon, c'est vraiment un sujet très intéressant, mais très, très vaste. Donc, pour conclure sur la charge mentale, ce qui doit vraiment vous alerter, c'est vraiment séparer vraiment tout ce qui va se passer au niveau cognitif, émotionnel et physique. Le cognitif, bien évidemment, difficulté avec la mémoire et donc à se concentrer, multiplier les erreurs, difficulté à prendre des décisions. D'un point de vue émotionnel, ben, sa résistance au stress est en train de faiblir, perte de confiance, difficultés relationnelles et physiquement, on peut avoir bien sûr ben, des douleurs musculaires, articulaires, avoir des difficultés à dormir ou avoir un mauvais sommeil, hein, donc un sommeil non régénérateur. Donc, troubles dans l'alimentation avec une alimentation un peu trop riche ou un peu de compulsion alimentaire et sur la digestion, bien évidemment. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui doivent être améliorées, hein, comme on l'a vu dans toute ces 2 premières parties. Et en fait, ça ne dépend pas vraiment de nous aussi, même si le fait de se mobiliser au niveau des causes, le fait d'en discuter avec d'autres personnes et aussi avec le médecin, ça fait avancer les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce sur quoi on peut vraiment avoir du contrôle, ce que l'on peut modifier, transformer, ce sont vraiment nos comportements qui vont avoir un effet salutaire et préventif sur notre santé mentale. Donc là, il y a vraiment 4 piliers à retenir sur lesquels on peut vraiment modifier des choses. C'est le sommeil, l'alimentation, le mouvement et la pensée positive. Alors le sommeil, c'est vraiment prioriser un sommeil réparateur pour une meilleure régénération mentale. L'alimentation, ben, c'est adopter une alimentation saine, équilibrée, pour nourrir autant le corps que le mental. Être en mouvement, l'activité physique, bien évidemment, est un pilier essentiel. Et quand je parle d'activité physique, je parle pas de sport, je parle vraiment d'être dans le mouvement. Et on n'est pas obligé d'aimer le sport. Donc l'activité physique, c'est au quotidien, hein, la marche pour se rendre d'un point A à un point B, la montée des escaliers, etc. Et le dernier pilier, la pensée positive, va être de pratiquer la gratitude, aller vers le positif de ce qui nous entoure, de ce que nous avons déjà, avec la culture d'une attitude optimiste. Alors ça, c'est pas si simple, hein, la pensée positive, parce que notre mental qui va toujours vers le négatif, il a horreur du vide, hein. Il comble le vide, donc il le comble malheureusement avec du négatif. Ce qui est intéressant, je fais une parenthèse, c'est que toute l'année, avec Aesio, qui est très sensible sur ces sujets-là, elle vous propose des webinaires toute l'année hein, sur tous ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, sur chacun des 4 piliers. Donc, ce qu'on peut retenir là, juste aujourd'hui, hein, c'est quand même, je peux vous donner 5 habitudes efficaces hein, qui sont prouvées scientifiquement. Et je pense que vous les connaissez, mais on va les répéter parce qu'on nous le répète souvent hein, par différents médias. Mais la première chose, la première habitude, c'est d'adopter une alimentation saine. La deuxième, ben, d'arrêter de fumer. Troisième, de diminuer sa consommation d'alcool. En quatrième, ben, d'augmenter son activité physique. Et en cinquième, réguler son stress. Alors, réguler son stress, ça n'a pas d'impact direct prouvé scientifiquement, mais en tout cas, cela permet de baisser le taux de cortisol dans notre corps et ainsi mieux protéger notre système immunitaire. Donc en fait, le stress, même si ça n'a pas un impact direct sur notre santé, ça a en tout cas des impacts sur les facteurs de risque d'une mauvaise santé. Donc c'est plutôt important de s'y pencher. Alors ensuite, les outils contre la charge mentale, d'abord on peut faire juste un constat biologique, c'est pour prendre conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que faire plusieurs choses en même temps
biologiquement, c'est délétère. Même si on y arrive, hein, mécaniquement, surtout nous les femmes, ça, ce sont des croyances, des stéréotypes qui datent des années 80, mais il y avait des preuves scientifiques dans les années 80 qui disaient qu'on pouvait faire plusieurs choses en même temps. Tout ça a été remis en cause 15 ans après. Le cerveau n'est absolument pas capable de faire correctement plus de 2 tâches à la fois, de faire en conscience. Donc en mode inconscient automatique, oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est de sortir de ce mode automatique grâce aux outils et ce dont je vais vous parler maintenant. Ça va être vraiment, la clé pour éviter, quand on est en excès, une perte d'énergie. D'accord? Donc, comment on soulage la charge mentale? Bah, il y a des solutions simples, hein, alors qui sont faciles sur le papier, mais tout ça, bien sûr, ça s'apprend. Apprendre à lâcher prise, bien sûr, c'est prendre du temps pour soi, on peut méditer, faire du yoga, des activités qui vont nous plaire en priorité. Se déconnecter régulièrement pour recharger les batteries. Savoir déléguer les tâches, partager les responsabilités avec, d'autres membres de la famille. Peut-être installer un planning, hein, d'organisation domestique. Hiérarchiser nos priorités, classer des tâches selon leur urgence, hein, tout n'est pas urgent, tout n'est pas vital. Accepter aussi de procrastiner, donc remettre à plus tard pour éviter la surcharge. Et enfin, dialoguer, exprimer, les ressentis pour faire bouger les choses autour de nous, partager les émotions pour éviter l'isolement. Donc prendre conscience de ces comportements et adapter ses priorités peut vraiment considérablement alléger, le poids de la charge mentale. Donc au travail, hein, pour les personnes qui travaillent et bien évidemment cela dépend aussi du travail que l'on fait, hein, et entre ce qu'on fait à la maison ou au travail, il y a quand même de bonnes habitudes similaires comme, la règle des 5 minutes par exemple. Si, moi j'aime beaucoup cette règle parce que si on a quelque chose à faire, que ça prend moins de 5 minutes, bon on peut le faire de suite. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide. Commencer aussi par des choses les plus difficiles à faire, comme ça on en est débarrassé. Partager, déléguer, faire des pauses toutes les 25 minutes, ça c'est fondamental, hein, de respirer, se dégourdir les jambes, peut-être juste sortir si on a une fenêtre, pas très loin. Faire une seule tâche à la fois, on l'a déjà vu. Utiliser des alarmes aussi pour se dire, pour, mieux, étaler, sa charge de travail sur la journée. L'agenda, bien évidemment, avec les to-do list, hein, tout ce qu'il y a à faire et bien évidemment, débloquer les réseaux, pendant, le travail. Alors, je voudrais vous parler maintenant des thérapies complémentaires. Toutes ces techniques qui aident à réguler le stress sur le long terme. Ça, c'est vraiment des thérapies intéressantes parce que ça, pour le long terme, ça va nous permettre vraiment d'éviter la surcharge émotionnelle. Donc ce sont des techniques, hein, qui sont reconnues scientifiquement, notamment la méditation et elles ont des bienfaits. Elles sont simples souvent, elles allient la respiration, la relaxation, la visualisation et elles ont un impact sur le corps et l'esprit assez rapide, avec une bonne régulation du stress, un équilibre pour rééquilibrer, émotionnellement et surtout ça va renforcer, les capacités cognitives. Donc ce sont des thérapies qui sont assez, accessibles et adaptables au quotidien et elles sont plébiscitées par les Français. Vous le voyez dans le petit schéma, heu à côté, donc qui est comment lutter contre le stress et vous voyez les petits ou là où j'ai mis des petites flèches jaunes, c'est, donc on voit que la relaxation, le yoga, la méditation sont plébiscités par 45 des personnes interrogées et 29 jugent également les médecines alors moi j'aime pas trop ce terme, hein, je peux dire les techniques parallèles efficaces. Voilà, donc plus de 50 pardon, plus de 55 des Français disent que le sport aussi est un moyen efficace de lutter contre le stress et donc on le voit ici à la première pastille verte, et je sais que Aesio avait fait, avec Opinionway un sondage qui avait révélé que 71 des femmes interrogées déclaraient pratiquer un sport, mais elles restent moins nombreuses que les hommes, ce qui sont 81 et leur pratique apparaît aussi souvent irrégulière. Donc ça je vous invite à lire l'enquête, sur ces constats.
Voilà, donc ensuite, les différentes, thérapies complémentaires, donc il y en a quand même beaucoup, mais les 3 plus connues et puis celles que je connais bien parce que moi je suis méditante, je suis praticienne en sophrologie et en hypnose, donc je vais vous en parler. Et je crois que c'est bien d'un peu voir leurs différences pour mieux comprendre et peut-être pour vous, pour mieux choisir celle qui vous correspond. Sachant que la méditation est une thérapie, une technique vraiment très ancienne, qui est centrée sur l'instant présent, la pleine conscience, avec, des réflexions sans jugement. Elle est recommandée pour cultiver la pleine conscience, elle se fait en individuel ou en groupe, mais c'est vraiment pas ce par quoi je vous conseillerais de si vous débutez. Ça peut être un peu compliqué. L'hypnose, alors ça se fait qu'en individuel, hein, par un thérapeute en cabinet. C'est un état de conscience modifié qui va être choisi pour, des objectifs très précis, des phobies, des addictions, des douleurs et donc c'est une pratique passive qui est guidée par un thérapeute et qui est très efficace. Et enfin la sophrologie qui est inspirée, qui est une méthode assez récente parce qu'elle date des années 60. Elle est inspirée de la méditation, de l'hypnose, du zen, du bouddhisme et elle a une particularité, c'est que vraiment on va toujours aller du négatif vers le positif. C'est vraiment une pratique, active, d'accord? Et parce qu'elle combine cette respiration, la relaxation dans le sens libération des tensions, avec des mouvements doux et des visualisations, ce qu'on appelle d'ailleurs, dans le jargon sophrologique, c'est les relaxations dynamiques, qui sont vraiment idéales pour une régulation structurée et active du stress. Donc elles se pratiquent de façon individuelle ou en groupe. Donc en résumé, c'est actif, ça transforme le négatif en positif, tandis que l'hypnose, elle, c'est passif pour des problématiques ciblées en individuel et la méditation, simple et efficace pour cultiver la pleine conscience, donc c'est-à-dire sortir de ce mode automatique qui peut être difficile au début, mais qui avec la pratique est vraiment très efficace. Donc vraiment, moi pour le long terme, ce sont des thérapies vraiment, très intéressantes et tester. Je vous invite à tester pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ensuite de pratiquer, régulièrement, pour pouvoir l'intégrer dans votre hygiène de vie et vraiment si vous avez une problématique ciblée, eh bien se faire accompagner, ça peut se révéler très efficace. Ce sont des thérapies, ce que j'ai pas dit, c'est assez rapide pour avoir de l'efficacité. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, ce que je vais vous donner maintenant, ce sont des techniques, simples, ce que j'appelle des techniques flash de régulation émotionnelle, de régulation du stress et vraiment, j'aimerais vous parler de la respiration parce que c'est notre arme fatale. Moi, enfin, je l'appelle comme ça parce que c'est quelque chose qui est toujours avec nous. C'est un outil de régulation du mécanisme, biologique du stress, hein, car cela agit directement sur le système nerveux autonome. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc le cœur, lui, il bat, c'est tout. Donc c'est tout, c'est bien, il va chasser le sang dans tout l'organisme, donc ça, c'est intéressant. En revanche, la respiration, elle envoie beaucoup plus de messages, d'ailleurs grâce aux nerfs vagues, hein, ce qu'on appelle, qui relient toute la boîte crânienne jusqu'à tous les organes vitaux. Et donc la respiration, elle est vraiment, intéressante parce qu'elle permet vraiment de stimuler ce nerf vague, de prévenir, voire de lutter contre les dépressions et selon l'INSERM, hein, 1/3 des patients, seulement sont efficacement soulagés par des médicaments. Alors j'ai pas le chiffre par rapport à la respiration, mais vous voyez que juste pour vous dire que le médicament des fois on en a besoin, mais des fois il ne fait pas tout. D'accord? Donc vraiment la respiration, elle va ralentir le cœur, diminuer l'intensité de l'émotion, transformer la perception des choses, donc moins ruminer et permet de sortir de ce mode automatique rapidement. Donc ici maintenant, ce que nous allons voir, c'est les principes de base de la respiration. Donc vous avez sur le petit schéma, hein, le diaphragme respiratoire qui est là entre le plexus et l'abdomen, hein. Donc l'expiration courte, va permettre certaines choses et l'expiration longue va
longue et profonde va permettre de surtout, c'est plutôt vers ça qu'on va insister quand on a besoin de se calmer, parce qu'elle va faire vraiment travailler dans le système nerveux la partie parasympathique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est important de respirer totalement, c'est-à-dire vraiment faire gonfler le ventre et après la poitrine et à l'expiration, beh, c'est le contraire qui se passe. Donc là, on a une bonne variabilité et mouvement du diaphragme qui va nous permettre vraiment d'avoir une action sur le corps et sur tous les organes vitaux, d'accord? Et la respiration est associée peut être associé, pardon, à un mouvement simple et aussi à une visualisation mentale. On fait beaucoup ça, en sophrologie, en hypnose et en méditation, donc dans les techniques dont je viens de vous parler. Donc voilà pour les principes de base, de la respiration. Ce qu'on va voir maintenant, pour vous donner un exemple qui est assez intéressant, c'est peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est respirer lentement, donc amplement. C'est vraiment un état particulier d'une bonne variabilité cardiaque engendrée par la respiration. C'est-à-dire que quand nous inspirons, le cœur accélère et quand nous expirons, il ralentit et c'est la seule façon de le faire. D'accord? Donc, je vous donne une méthode qui est très simple à retenir et à faire. Ça s'apprend, hein, ça va prendre peut-être un peu de temps au début, mais pas tant de temps que ça. C'est assez efficace et rapide. C'est la méthode 365. Alors 365, c'est une solution rapide, hein, pour réguler des émotions en quelques minutes. Mais d'abord, il faut pratiquer pour qu'ensuite ce soit, très facile à utiliser quand on en a besoin. Donc 3 pour le chiffre 3, donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations à la minute, hein, donc c'est une inspire, une expire de 5 secondes chacune, pendant 5 minutes, tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est intéressant à tester pour vraiment calmer, tout de suite un état de stress, pardon. La 2e respiration que j'aimerais vraiment dont j'aimerais vous parler qui est assez rapide et surtout, très efficace, c'est, la respiration au carré. Donc vous pouvez imaginer, quand vous avez les yeux fermés, imaginez, par exemple, dessiner un carré et vous allez voir, c'est un carré, c'est 4 côtés égaux et bien là, dans la respiration, c'est 4 temps de respiration égaux qui va allier un temps d'inspiration, un temps d'apnée, un temps d'expiration et un temps d'apnée. C'est-à-dire que vous allez vraiment, si vous inspirez en 4 secondes, inspirer, ensuite retenir votre respiration pendant 4 secondes, puis expirer pendant 4 secondes et ensuite refaire un temps d'apnée pendant 4 secondes avant de réinspirer de nouveau. Alors au début, l'idée c'est que ce soit un carré et là on vous propose 4 secondes. Si vous avez du mal, vous pouvez commencer tout doucement par 3 secondes. L'essentiel, c'est qu'il vaut mieux faire 3 secondes sur les 4 temps, puis plutôt 3 secondes, 5 secondes, 2 secondes, voilà. Essayons vraiment de faire un carré et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien. Voilà, donc pour conclure, ce webinaire, je voulais vous rappeler, hein, comme je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, qu'il y a vraiment aujourd'hui une grande prise de conscience nationale, hein, puisque la On vous santé. entend plus très bien, Isabelle. Je pense un Ah, peu. vous m'entendez? Moi Oui, je ah oui, là, ça va là? ouais, je pense qu'il y a des petits J'ai rien problèmes de. modifié. Bah, c'est peut-être la ligne, Je peut-être le réseau aussi, hein, qui est un peu. C'est peut-être le réseau. Donc vous m'entendez là? Oui, c'est bon. D'accord. OK, donc pour conclure, donc je rappelais que c'est aujourd'hui a été déclaré en 2025 grande cause nationale, la santé mentale. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez très bien aller sur, info.gouv, vous verrez, il y a beaucoup de débats qui vont être menés, de réunions. Donc il y a une politique qui normalement devrait être menée tout au long de l'année. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce sujet-là, la santé des femmes, c'est vraiment au cœur de mon engagement et de mon travail quotidien. Je crois que la santé féminine, on ne l'aborde pas de la même façon à 20, 40 ou 60 ans. Chaque âge apporte, son lot de défis, d'apprentissage et de transformation. J'aurai l'occasion d'ailleurs d'animer d'autres webinaires sur ces sujets-là que
vous proposera donc Aesio. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est vous avoir peut-être donné envie de passer à l'action et je vous invite à, mmh, à passer à l'action parce qu'on a vu, il y a beaucoup de défis, mais il y a quand même aussi des solutions très efficaces, hein. Et donc, je vous invite à continuer, de faire ce qui fonctionne pour vous, hein. J'ai envie de vous dire bravo et peut-être qu'il y a eu des témoignages dans le chat, peut-être que vous pouvez en mettre, Non, de ce qui pas trop marche de pour vous. questions pour l'instant. Et peut-être que vous pouvez aussi améliorer des points que vous faites et que vous oubliez de faire ou qu'il faudrait faire un peu autrement. Ou carrément mettre en place, des nouvelles actions, hein, pour votre santé, pour vraiment prévenir votre santé, hein. On est vraiment dans la prévention et surtout essayer d'arrêter les mauvaises habitudes, voilà, dont on a parlé. Donc voilà, moi je vous remercie de votre attention. Je suis désolée pour tous ces problèmes de connexion, de son. J'espère quand même que vous avez pu, On vous lire les a slides et que vous m'avez entendue quand même un peu. Oui, oui, on vous a bien entendu à la fin. Il y a eu quelques petites parasites, D'accord, mais je pense que ça vient vraiment du réseau parce que là, je suis au maximum et voilà, j'ai plus rien touché. Écoutez, ouais. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce Écoutez, qu'on a des questions ou non, pas? apparemment pas. Je Pas de vais vous questions? remercier Isabelle, vous remercier tout le Merci à monde vous. pour votre participation. Si vous voulez souhaiter aller plus loin sur ce sujet de la santé mentale des femmes, mais pas que, hein, on va avoir un cycle au mois de juin, entre 13 et 14 heures, toujours à distance, les 16, 23 et 30 juin. Bien-être et santé de la femme, la charge mentale, ce sont des web ateliers, donc pour aller plus loin sur ce sujet. Et puis, comme le disait Isabelle, sur tous les facteurs de protection de la santé, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, le stress, le sommeil, on propose régulièrement des webinaires ou des web ateliers dans notre programmation. Vous pouvez même faire le point par téléphone avec des professionnels de santé sur votre stress, sur votre alimentation, sur votre sommeil, sur votre mémoire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces actions, à prendre rendez-vous. Ces actions sont évidemment gratuites, enfin incluses dans les prestations pour nos adhérents. Et donc pour vous y inscrire, vous vous connectez à votre espace adhérent, page Mes services, rubrique Prévaesio. Voilà, vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un petit questionnaire de satisfaction par mail. On vous remercie par avance de le remplir. C'est important pour nous d'avoir votre ressenti. Et puis, vous recevrez également l'accès au replay. Merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.